Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Avant tout, merci d'avoir accepté qu'on puisse se rencontrer. Vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur, vous exercez ce métier depuis plus de 30 ans. Après avoir effectué plusieurs milliers de réanimations et plusieurs dizaines de milliers d'anesthésies durant toute cette longue expérience, à travers vos conférences, vos livres, votre pratique, vous déclarez qu'il existe une forme de conscience ultra performante lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner. Cela veut dire qu'il y a une vie après la vie? Oui, cela veut dire, c'est de toute évidence qu'il y a une vie après la vie, puisque lorsque le cerveau s'arrête, on a une conscience beaucoup plus performante. C'est ce que nous disent les personnes qui ont été victimes d'un arrêt cardiaque. On sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a une activité électrique cérébrale qui est nulle, et donc aucune possibilité de voir, de comprendre ce qui se passe autour de soi. Et bien là, les gens nous disent que non seulement elles comprennent ce qui se passe autour d'elles, mais en plus, ces personnes-là sont capables aussi de décrire en situation ce qui se passe à distance de leur corps terrestre. Alors ça veut bien dire qu'il y a une vie après la vie, quoi. Comment elle vous l'explique? Alors elle explique, elles sont très troublées, parce que c'est vraiment l'expérience la plus importante de toute leur vie. C'est pour ça qu'il faut les écouter, surtout sans leur dire que c'est une hallucination, parce qu'elles savent très très bien que ce n'est pas une hallucination, que ce qu'elles ont vécu c'est bien réel. C'est plus vrai que la vraie réalité, disent-ils souvent. Donc il faut les écouter, il y a beaucoup d'émotions, il y a un manque de vocabulaire, c'est une expérience indicible. Il n'y a pas de mots terrestres pour décrire ce qui s'est passé de l'autre côté. Cet amour inconditionnel qui est rencontré, qui n'a aucun équivalent sur cette planète. Même les amours les plus puissants, l'amour de sa femme, de ses enfants, de sa famille, tout ça c'est peanuts par rapport à cet amour qui nous attend de l'autre côté. Donc c'est plutôt encourageant. Est-ce que vous les suivez sur un certain temps? Je dirais que c'est plutôt elles qui me suivent. Parce qu'il arrive bien souvent qu'après m'avoir confié leur expérience, elles viennent assister à mes conférences, elles lisent mes livres, et puis après elles me recontactent pour me dire « Ah oui, c'est bien ça, etc. » Je suis ravi, ça rentre tout à fait dans ce que j'ai cru percevoir de l'au-delà. Donc voilà, je n'ai pas de suivi, je ne vais pas aller les rappeler systématiquement. J'ai recueilli plusieurs centaines de témoignages toutes ces années. Elles ont les mêmes mots? C'est une question de vocabulaire, c'est une question de vécu, en fonction des cultures, même des âges. Les discours vont changer, c'est un petit peu comme si on prend ici un habitant de Tarbes, un russe, un esquimau, on les envoie tous les trois à Venise, ils vont décrire trois discours différents, il y aura trois discours différents, mais au bout du compte, on verra bien qu'ils sont allés visiter la même ville, quoi. Ils sont allés à Venise. Parce que, par exemple, un enfant qui dit « j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul » pour décrire l'être de lumière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, certains verront Dieu, certains... Voilà. Il y a l'interprétation aussi, après, quand on revient dans son corps, on interprète cette expérience avec la plupart du temps une amnésie de ce qui s'est passé de plus beau. Par exemple, les gens disent quand j'étais de l'autre côté, je savais tout sur tout, il n'y avait plus de secret, tout avait une logique, même les pires choses qui nous arrivent sur cette planète, ça a une logique. Et après, quand ils reviennent, ils ne se souviennent pas de cette logique-là, ils sont capables de savoir, mais ils savent qu'ils ont su. Je suppose qu'on voit la vie différemment? Complètement, il y a une transformation. C'est là où votre première question, ou le deuxième, troisième, je ne sais plus, elle est intéressante parce que ça serait intéressant de les suivre pour voir la transformation. Tout à fait. Et elle y est la transformation, parce que ces personnes-là se détachent des valeurs matérielles de cette planète, sont complètement inscrits dans les valeurs humanitaires, caritatives, ils vont vouloir donner un petit peu de cet amour qu'ils ont reçu. Parce que les valeurs que l'on nous inculque ici, dans l'enfance et dans notre éducation, c'est pas du tout donner de l'amour aux autres. Alors que c'est cette mission-là que l'on doit accomplir sur cette planète. Si on les écoute, hein, ceux qui ont vécu ça, ils nous disent, quand j'ai été confronté à l'être de lumière, il m'a pas demandé combien j'avais de voitures, quelle était la superficie de ma maison, combien de personnes avaient été sous mes ordres, non.
on leur demande qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres. Alors que les objectifs de vie que l'on inculque à nos enfants, c'est pas cela. On leur dit il te faut être le meilleur, quoi, en quelque sorte. Malheureusement. Et oui, il te faut gagner beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de matière, parce que tu ne représentes que de la matière, en gros. Hein. Je schématise, on leur dit pas dans ces termes-là, mais ça veut dire ça, quoi. En faire des élites, malheureusement. En faire des élites, il faut être le premier à l'école, le premier truc. Et c'est cette compétition permanente qui est inculquée dès l'enfance, elle ne va plus quitter les gens après. Dans le monde adulte, ça sera pareil. Donc ça crée forcément des frustrations. Les gens sont frustrés parce qu'ils n'ont jamais assez. Et donc il faut écouter le discours des expérienceurs. Quand je vous écoute, docteur Charbonnier, ça veut dire que ces personnes-là, quand elles reviennent, eh bien, elles n'ont plus peur de dire je t'aime. Alors les gens, on se dit je t'aime, chose qui était tout à fait impossible avant, et à tel point que ça peut choquer l'entourage. Les objectifs de vie n'étant pas les mêmes, les gens se détachant des valeurs matérielles et voulant aimer l'autre, c'est surprenant dans nos sociétés, c'est pas du tout un comportement entre guillemets normal. Il y a un chiffre qui est parlant, dans les 10 ans qui suivent l'expérience, il y a 60% de divorces. Ça veut dire que la personne n'est plus la même, quoi. Les amis changent, souvent, hélas, le conjoint ou l'épouse ou le mari quitte la personne parce que les objectifs de vie n'étant plus les mêmes, et ben c'est plus la même personne, quoi, tout simplement. Et la profession change, les lieux géographiques changent. Donc non, c'est pas la même personne. C'est le même esprit, mais il a eu une modification radicale qui l'aura changé radicalement. Alors bien évidemment, on va parler de ce concept révolutionnaire qui, je suppose, dans la pensée occidentale, qui elle est orientée dans le matérialisme, pose quelquefois problème. Ah oui, parce que là, on est dans une société où si on veut être complètement intégré, il faut avoir tous les mêmes objectifs de vie, il faut avoir les mêmes règles sociales. La règle du jeu, on la connaît. C'est être productif dans le matériel, ça va encourager un certain consumérisme. Et à partir de là, les gens qui sont dans une logique spirituelle, c'est un petit peu subversif tout ça. Donc ça va empêcher la machine de fonctionner, ça va être le petit grain de sable dans l'engrenage, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile d'évoluer dans un monde tel que nous le connaissons quand on a vécu cette expérience. Et puis surtout, il faut dire aux gens qui ont vécu cette expérience que ce ne sont pas des fous et que ce ne sont pas des marginaux, qu'il y a d'autres personnes comme elles, que ces gens-là doivent être intégrés. Et si jamais la société leur envoie une image qui leur dit que cette expérience-là n'est pas réelle, alors qu'eux savent que cette expérience est la plus importante de leur vie, ils vont pouvoir décoller complètement et se marginaliser, développer des névroses, des psychoses, parce qu'ils ne seront pas bien, quoi. Donc, en tant que médecin, il faut savoir les écouter, surtout leur dire que cette expérience est réelle, qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécue, et qu'il commence à y avoir un tout petit début d'explication. Un grand metteur en scène, Claude Lelouch, que tout le monde connaît, je n'ai pas les termes exacts, mais en fait, il a, je trouve, dit une très jolie phrase. Notre vie, c'est le brouillon de la prochaine. Vous en pensez quoi? C'est le problème de la réincarnation que vous soulevez avec cette réflexion. Moi, je pense que c'est tout à fait logique que nous sommes sur cette planète pour faire des expériences, que nous sommes avec notre libre arbitre. Il ne faut pas dire tout est écrit, bien sûr. On a des épreuves qui sont déjà programmées, mais je crois qu'avec notre libre arbitre, on saura ou pas les affronter. Et c'est ça la règle du jeu, en fait. Donc nous faisons nos expériences, plus les épreuves sont dures et plus on évolue spirituellement, ça c'est sûr. Et lorsqu'on fait ce bilan de vie de l'autre côté, à écouter les expérienceurs, c'est un bilan de vie. On voit toute sa vie défiler, on a cet auto-jugement bienveillant. Et ben, il faut après savoir comment on peut améliorer les choses. Alors, est-ce qu'on évolue dans le monde spirituel ou est-ce qu'on revient pour d'autres incarnations avec aussi des épreuves? C'est possible. Moi, j'y crois beaucoup à ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin de mon livre, La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes,
il y a cette fameuse histoire de deux âmes qui se retrouvent dans l'au-delà et pour se demander comment ils vont pouvoir améliorer leur vie future en étant l'un l'ennemi de l'autre pour faire évoluer l'autre âme vers le pardon. On va y venir à ce livre dont le titre, La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes. Alors, c'est un livre qui s'adresse aux enfants de tous âges, bien évidemment, mais quelle est la réaction des enfants quand vous leur en parlez, mais aussi de leurs parents? Est-ce qu'ils sont réticents ou pas? Les enfants, pas du tout. Les enfants, ce sont des éponges. Mais pour accéder à l'éponge, il y a le barrage de l'adulte, avec ses propres croyances et ses propres censures. Donc le problème va être de toucher les enfants avec la permission des adultes, en quelque sorte. Mais les adultes qui sont un petit peu ouverts, ils vont volontiers donner ce livre aux enfants. Et même, je pense, les autres, parce que les adultes ne savent pas du tout comment aborder la question. Bien sûr. Et puis ça peut être difficile pour un adulte d'expliquer la mort à son enfant. On peut faire des erreurs terribles. Olivier Chambon, qui est le psychiatre qui m'a préfacé le livre, me racontait qu'il avait en traitement une personne qui avait été traumatisée pendant son enfance et qui en subissait encore les conséquences. Parce qu'on n'avait pas su lui dire que sa maman était morte, on n'avait pas osé lui dire. Donc on lui avait dit, maman est partie, ta maman est partie. Donc il a fallu qu'il, par lui-même, il découvre que sa maman était décédée. Mais entre-temps, il y avait des dégâts qui avaient été faits irréversibles. Bon, pourquoi maman est partie? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me laisse? Ça l'avait culpabilisé, etc. Donc ce que l'on propose aux enfants maintenant, c'est terrifiant, la vision de la mort. Et c'est tabou en plus. C'est complètement tabou. On leur dit, d'abord on leur dit, personne n'est revenu de la mort pour nous raconter ce qui s'est passé, alors que c'est faux. Avec toutes ces expériences, on sait maintenant que plein de personnes sont revenues de la mort et nous racontent comment ça se passe de l'autre côté. Ensuite, on leur dit, tu es trop jeune pour t'occuper de ça, il faudra attendre, tu as bien le temps d'y penser, la mort c'est après, alors que c'est idiot. C'est vraiment pendant l'enfance qu'on se pose des questions essentielles. Après, on est poursuivi par nos distractions. Les orientaux disent ça, les distractions. Le monde adulte avec la famille, les problèmes à régler, la profession, tout ça, ce sont des distractions. On n'y pense plus à la mort, sauf quand on est confronté par le décès d'un proche ou par une maladie grave. Là, on y repense, oui. Mais on y repense mal si on n'a pas fait toute cette préparation avant. Ou alors, on propose aux enfants des visions terrifiantes. Moi, on me disait, si tu as été méchant, tu iras brûler en enfer avec le diable pour l'éternité. Moi, ça me faisait flipper, ce truc. Normal. C'est normal. Normal. Si tu as été mignon, tu iras au paradis. Et d'emblée, moi, je me situais dans les méchants parce que j'ai désobéissé à mes parents, parce que j'étais gourmand, enfin, des bêtises d'enfant. Et on me disait, parce que j'étais très anxieux par rapport à ça, je disais, si les adultes me disent ça, c'est que c'est vrai, quoi. Donc je leur disais, mais à quel moment survient ce jugement? Quand est-ce que je vais être jugé? Et on me disait, mais il faudra, c'est pas au moment de la mort, il faut attendre que tout le monde soit mort. Alors c'est encore plus flippant. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font dans les cimetières, tous ces cadavres là qui sont là, ils attendent d'être jugés. C'est complètement flippant. Donc cette peur de la mort, je suis désolé, mais ce sont les adultes qui la donnent aux enfants. Parce que s'il suffirait de leur expliquer simplement les choses avec les connaissances qu'on a sur les espérances de mort provisoires, pour que tout ça soit vraiment enlevé de leur pensée. Comment vous abordez un enfant pour lui expliquer, vous? Alors dans ce livre, je le fais très simplement, avec des mots très simples. Je pense que quand on domine un peu un sujet, enfin je le dis sans forfanterie, mais je commence à connaître le sujet des espérances de mort provisoire, on doit pouvoir être capable de l'expliquer simplement à un enfant de 5-6 ans. Voilà. Le jour où on expliquera la physique quantique à un enfant de 5-6 ans, c'est qu'on aura vraiment compris, mais ce n'est pas encore le cas. Donc là, oui, sur l'expérience de mort provisoire, on peut expliquer calmement et simplement les choses, et c'est tout à fait apaisant par rapport aux angoisses de la mort d'un enfant qui est très présente jusqu'à l'âge, à partir de l'âge de 7 ans surtout, c'est là où on prend conscience qu'on est mortel, c'est là qu'on se pose le plus de questions. C'est à ce moment-là que les adultes vont être bombardés de questions, et la plupart du temps,
les enfants seront envoyés promener pour jouer ailleurs parce que tout simplement les adultes ne savent pas, quoi. Donc ils vont changer de sujet, enfin ils vont éluder la question. Donc il faut vraiment leur parler avec des mots simples. Donc il faut d'abord lui expliquer ce qu'est l'esprit avec des mots simples. J'aime bien prendre des métaphores, il faut que ça soit imagé. Je m'adresse au lecteur comme si c'était un enfant, donc je tutoie le lecteur et je donne des mots très simples. Et avec ces mots très simples, on arrive à expliquer ce qu'est l'esprit, expliquer ce qu'est une incarnation, ce qu'est un suicide. Il n'y a aucun tabou dans ce livre, ce qu'est un cadavre. J'aborde la réincarnation aussi. Puis je donne aussi cette façon de se comporter dans la vie grâce à cette nouvelle conception de la mort. Comment aborder la vieillesse, comment aborder le handicap, expliquer que l'enveloppe qui nous constitue, c'est pas nous-mêmes, que l'esprit qui l'habite est beaucoup plus important, qu'il ne faut pas négliger la vieillesse. Je parle aussi de l'Alzheimer dans ce livre. Alors je ne donne pas le mot Alzheimer, c'est trop compliqué, mais j'explique que l'esprit qui est contenu dans le corps et qui n'est plus tout à fait opérant, parce que je compare le cerveau à un émetteur-récepteur, enfin un poste de radio, plus exactement, et j'explique que dans le cas de l'Alzheimer, l'esprit essaye de faire fonctionner le poste de radio. De se connecter, mais le poste de radio, il marche pas trop bien. C'est un petit peu comme quand on cherche une station et puis qu'on la trouve pas, quoi. Mais on peut toujours s'adresser à l'esprit. On peut toujours lui dire que on l'aime et que on le comprend et que on peut avoir un dialogue avec une personne qui a un Alzheimer. Les enfants relativisent beaucoup mieux que nous, les adultes. Oui, bien sûr. Parce que nous, pour nous, l'individu, c'est de la matière. Donc l'individu, c'est le corps. À partir de là, le handicap est très mal vu dans nos sociétés. La vieillesse aussi, on essaye de faire la chirurgie esthétique, enfin, on veut enlever les rides, voilà. Parce que tout simplement, on n'accepte pas cette mort qui arrive au bout. Et ça, c'est une preuve que la mort va arriver bientôt. La vieillesse, c'est ça. Cette projection du corps, c'est ça. Donc, Et nous vivons dans une société, vous allez me dire si vous êtes d'accord, où tout est apparence. Exactement. C'est tout à fait ça. Et les gens qui sont un petit peu handicapés, qui sont vieillissants, ils vont être forcément malheureux. Parce que ce qu'ils vont représenter par rapport aux autres ne correspondra pas à ce qu'ils veulent montrer. Donc ils vont subir le regard des autres, alors que c'est tout à fait normal de vieillir. Oui, c'est même beau. Bien sûr. Dans les sociétés primitives, dites primitives, elles sont plus évoluées sur le plan spirituel que les nôtres, puisque les personnes sont des personnes respectables, tout à fait respectées, ce sont des sages, donc ce sont elles qu'il faut écouter, etc. Et on va être obligé d'arrêter là cette interview, et c'est bien dommage, parce que je pense qu'il y aurait plein de belles choses à dire. Vrai. Donc je vous relance une autre interview quand vous aurez un moment. Et avant de se quitter, vous avez d'autres projets, d'autres recherches? Oui, alors ça débouche sur 4 choses. Mes travaux sur le fonctionnement de la conscience. Première chose, c'est de dire que dissocier cette conscience analytique, je n'ai pas eu le temps de présenter ça, mais de cette conscience intuitive extraneuronale, ça permet de mieux affronter les pires épreuves de la vie. C'est le sujet de ma prochaine conférence, les 3 clés pour affronter les pires épreuves de la vie. Deuxième chose, c'est qu'on peut contacter l'au-delà par des méthodes d'hypnose, les méthodes d'hypnose que j'utilise en anesthésie pour endormir les malades sans drogue. On peut aussi faire que la conscience analytique soit coupée pour que la personne contacte les êtres chers de l'autre côté. Donc on est tous médiums potentiellement. Troisième recherche, c'est avec les médiums qui sont dans les services de réanimation et dans les blocs opératoires pour communiquer avec la conscience intuitive des gens qui sont endormis ou des gens qui sont dans le coma. Ça, c'est très intéressant. Que ressent une personne dans le coma? Qu'a-t-elle envie de dire aux autres? C'est très intéressant. Et quatrième champ d'action, c'est changer de paradigme. Alors ça, c'est ambitieux, c'est pas moi qui vais y arriver tout seul, mais je pense qu'il faut s'attaquer
enfin attaquer entre guillemets, aux enfants. Parce que les enfants, c'est à ce moment-là qu'on a ce béton de certitude qui est scellé. On ne n'est pas matérialiste, on le devient. Et une fois qu'on l'est devenu, le béton, c'est le marteau-piqueur pour l'attaquer. Comment réagissent vos pères? Ben, ils réagissent, certains se grattent la tête, d'autres applaudissent, d'autres se vrillent la tempe avec l'index droit. D'autres essaient de comprendre avec vous quand même. Oui, mais je dirais que j'ai une majorité quand même de gens qui me suivent. J'ai eu des attaques de confrères disant que j'étais un charlatan. Le Conseil de l'Ordre m'a toujours soutenu. La dernière attaque qu'il y a eu disant que j'étais un charlatan parce que j'introduisais des médiums en réanimation, une plainte au Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre a répondu que les gens qui m'attaquaient sur ce plan seraient poursuivis par le Conseil de l'Ordre pour comportement anticonfraternel, que j'étais un chercheur, qu'il fallait me laisser faire. Voilà. Votre équipe réagit comment autour de vous? Très bien, très bien. J'ai la chance de travailler dans un endroit où les gens me comprennent et me connaissent, donc ils savent que je ne suis pas un fou. Que je respecte toujours les patients, que je fais tout ça dans le cadre de protocoles, donc c'est bien bordé. Je travaille avec un avocat, Maître Fier. On a mis au point un protocole pour que l'on puisse interroger les comateux, consentement éclairé. Comme on fait pour le don d'organes, c'est la même chose, consentement éclairé, personne désignée de confiance, autorisation, etc. Il faut faire très attention avec l'éthique, on ne va pas fouiller dans la conscience des gens à leur insu sans que l'entourage ne soit pas d'accord. Votre site, pour que les gens puissent aller justement à votre rencontre? Alors c'est www.charbonnier avec un seul N, CHARBONIER.fr. Merci à vous. Merci à vous.